Donc nous allons maintenant écouter Madame Gabrielle Arena, qui est psychiatre à l'EPS de Villévrard, responsable du CRIAVS d'Île-de-France Nord-Est, responsable de l'unité psychiatrique et psychologique légale du 93 et médecin coordonnateur. Bonjour à tous et je vous remercie d'avoir pensé à moi pour ces journées. Ça m'a donné pas mal de réflexions tout au long de cette année. Alors, arrivé à ce stade de la journée, je crois qu'on a dit beaucoup de choses et donc ça va forcément avoir un effet redondant, ce que je vais vous raconter. Voilà, effectivement, je rebondirai tout de suite sur ce qui a été dit, c'est-à-dire que l'obligation de soins ou l'injonction de soins demandée par la justice dans le sujet que j'ai à traiter, c'est-à-dire y a-t-il une spécificité de prise en charge, eh bien, je pense qu'on est d'emblée dans la spécificité parce qu'évidemment, on n'est pas dans le soin sans consentement, ni... comme ça a été évoqué il y a 2 minutes. Alors, je vais faire vite parce que finalement, ça n'a pas... Attendez, j'essaie de faire marcher le truc. Voilà. D'accord, ok. Alors, je suis effectivement psychiatre à l'hôpital de Villévrard. Et je suis responsable du CRIAV Île-de-France Nord-Est. Et j'ai pu monter à côté du CRIAV une consultation pour la prise en charge spécifique des auteurs de violences sexuelles. Alors effectivement, comme j'ai compris ce matin, il y avait un petit schéma, c'est le CRIAV plus unité, ça fait effectivement une cerise sur le gâteau. Voilà, donc j'ai à traiter un sujet immense qui est effectivement la prise en charge à travers les âges, si je puis dire. Et donc je commencerai là par et aussi la violence sexuelle sans contact. Alors voilà, la violence sexuelle sans contact, qu'est-ce qu'on peut retenir qui n'aurait pas été dit ? C'est difficile en peu de temps. Il y a les 3 groupes un petit peu qui se retrouvent d'AVS, qui sont les collectionneurs explorateurs, les pervers avec des attraits pédophiliques exclusifs ou préférentiels pour les enfants, et les polymorphes avec un intérêt pour les images, la pédopornographie, et qui ont souvent des antécédents de violence et d'agression sexuelle sur les enfants. C'est-à-dire que ceux-là sont souvent sortis derrière les écrans. Alors la spécificité de la prise en charge, est-ce qu'il y en a une ? Il y en a une au sens où on propose des groupes de personnes qui ont fait ce type d'agression. Et on propose surtout, il faut se travailler évidemment autour des images, de la manipulation des images, de qu'est-ce que disent les images. C'est très différent. C'est aussi des groupes de personnes qui sont souvent très isolées derrière l'écran. Donc il y a tout un travail de réhabilitation, de resocialisation avec ces personnes. Pour les jeunes, je vais en parler en même temps que des adolescents. Est-ce qu'il y a une spécificité de la prise en charge des mineurs ? Bien entendu. Ce que j'ai oublié de dire au début, c'est que quel que soit l'âge, il y a une prise en charge globale non spécifique qui doit être mise en place, et c'est après qu'on va pouvoir trouver des éléments spécifiques. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécifique pour le mineur ? Je pense que c'est très important, c'est l'accueil juste après qu'il soit arrêté. Il faut d'emblée recevoir le mineur, sa famille, les partenaires sociaux, tout le monde en même temps, de manière à pouvoir, dès le départ, faire une espèce d'enveloppe, comme on dit, partenariale qui l'entoure. C'est un moment clé. Quand le mineur est arrêté, lui, il n'est pas forcément soulagé, comme ça a été dit pour les téléchargeurs. Et c'est souvent un moment d'effondrement, c'est un moment de sidération pour lui, cette arrestation. Et j'attire votre attention sur le fait que c'est un moment où il peut effectivement passer à l'acte auto-agressif sur lui-même. Donc je ne vais pas aller plus loin, vous l'avez dans le texte. Ce qui est important, c'est de travailler avec l'idée que le jeune
n'est pas quelqu'un qui n'a pas une personnalité totalement stabilisée, qu'il y a encore, qu'elle n'est pas totalement structurée et que tous les remaniements sont encore possibles. Et c'est aussi important de travailler au-delà de l'acte quand même s'il faut évidemment, comme tout ce que ça a été dit, donc j'essaie de trouver la spécificité, il faut évidemment travailler sur son avenir, essayer aussi de continuer à l'aider à se projeter et pas rester scotché, d'autant plus que la justice a des temps longs et que le procès est souvent très difficile à atteindre et que lorsqu'ils se passent devant la justice, ils ont déjà passé 2-3 ans, ce qui à cet âge est considérable, c'est comme si ils avaient vécu 10 ans. Donc le temps est différent, l'écart du temps. Alors pour les adultes, est-ce qu'il y a une spécificité pour les personnes adultes au-delà de ce qui a été dit, les groupes de parole spécifiques, etc., les évaluations qui doivent être rigoureuses et qui doivent permettre, avec l'évaluation, de travailler pour tel et tel AVS ces difficultés. Je m'inscris évidemment là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, ce matin, il a été question de l'absence d'éléments sur ce qui se passait en prison. Or, au CRIAV, nous avons mis justement une fiche de liaison spécifique que nous avons créée pour pouvoir, qui est une fiche qui se balade, qui fait la navette, comme on dit, entre le CPIP et l'auteur de violences sexuelles et qui permet chacun, dans sa partie, d'être rempli et de donner des éléments sur le patient lui-même. Et de même, je ne l'ai pas mis ici, nous avons fait un groupe de travail avec le CD de Melun, avec Caroline Legendre qui est ici, Sylvie Brochet et Madame Laverdure. On a fait un guide, un petit kit de sortie qui est effectivement, l'idée c'est de travailler 18 mois pour les longues peines en tous les cas, 18 mois avant la sortie, de travailler à préparer avec la personne, voilà, préparer sa sortie et de donner tous les éléments. Alors, les autres personnes qu'on m'a demandé de traiter, c'est les personnes âgées, les seniors. Alors les seniors, vous savez que les seniors aujourd'hui sont des gens qui prétendent en tous les cas avoir une sexualité. Le monde a changé. Et avant le claque de fin, je crois que tout le monde a un petit peu envie de goûter à beaucoup de choses. Et donc, nous avons à notre consultation un groupe de seniors assez important, qui sont des seniors plutôt, puisque ça a été dit tout à l'heure, intrafamiliaux, c'est-à-dire que c'est des grands-pères transgresseurs, donc il faut quand même comprendre le concept, et qui choquent énormément, bien entendu, mais c'est tout à fait... On est effectivement dans l'incestuel, comme on est dans l'incestueux complètement. Et bon, dans ce groupe, c'est très important de les faire travailler, tous ces groupes de la même génération, avec des outils comme le génogramme, l'historiogramme, la ligne de vie, et puis le travail avec la femme aussi. Alors souvent, c'est des gens qui veulent pas venir parce que à leur âge, rien ne peut leur arriver. Donc voilà, ils sont dans... Bon, je passe vite. Alors dans les seniors, évidemment, il y a ceux qui sont encore sur pattes, mais il y a ceux qui sont en institution. Bah oui. Et ceux qui sont en institution. Et alors vous savez qu'en institution, il y a des lois maintenant, hein, et la sexualité est permise. Et on sait que le maintien de la sexualité en institution, eh bien, c'est quelque chose d'important parce que ça fait partie du bien-être de la personne. Alors, qui sont les victimes en institution? Vous avez peut-être été appelé en tant que CRIAV. Ça peut être un autre résident vulnérable, mais ça peut être très souvent un membre du personnel, c'est-à-dire l'aide-soignante qui fait les soins. Elle est souvent... voilà, il y a une petite confusion dans la tête. Ou bien ça peut être le compagnon voilà, le compagnon. Mais parce que même si on est le mari ou la femme, il faut quand même demander le consentement voilà. Alors, en institution, ce qui est important, c'est de bien comprendre quelle est la personne qu'on a devant nous, c'est-à-dire de faire des bilans cliniques, psychiatriques, neurologiques, etc., pour essayer d'éventuellement pallier sur le plan médicamenteux. Et puis, après, il faut travailler beaucoup avec l'institution, c'est ça qui compte, et il faut évidemment, vous le lisez, travailler avec les familles. Je finis sur la déficience mentale, puisqu'on m'a demandé de parler de ça.
Moi-même, j'ai travaillé de longues années en IME, en IMPRO, en CESAD, donc j'ai une grande expérience et un parcours avec les enfants handicapés. Je ne parle ici que des enfants handicapés mentaux, parce qu'évidemment, l'handicap moteur pose encore d'autres, ou sensoriel, pose d'autres questions. Alors, maintenant, ce qu'il y a de nouveau depuis les années 2000, c'est que la sexualité est admise pour les enfants handicapés et même on doit prévoir, si je puis dire, les enfants et les jeunes, parce qu'ils sont plus enfants, je dis toujours enfants, mais ils sont jeunes, et on doit prévoir des lieux pour que cela puisse se passer. C'est comme en maison de retraite. Alors c'est très difficile parce que l'institution, bon, même si tout le monde admet que la sexualité, on fait des cours, etc., si tout le monde l'admet, personne ne veut le faire dans la réalité. Quant aux parents, c'est très difficile d'admettre qu'un jeune handicapé puisse avoir envie de procréer, puisse avoir envie d'avoir une relation sexuelle, une copine, une vie autonome, en somme. Voilà. Alors, le travail avec les déficients, c'est un travail qui se fait autour de groupes. J'ai fini. Voilà, c'est la dernière diapo, ne vous inquiétez pas. C'est un travail qui peut se faire. Nous, on fait un travail avec des marionnettes qui permet de travailler autour des représentations, des images du corps, de mettre en scène les personnages et de jouer notamment des scènes autour du consentement. Et puis, il y a deux autres, un groupe qui joue avec les degrés de l'intimité physique du docteur HB. Voilà, c'est un groupe. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Je vous propose maintenant d'écouter M. Philippe Génuit, qui est docteur en psychologie, psychologue au CRIAPS Midi-Pyrénées, chargé d'enseignement et chercheur associé à l'Université Rennes 2. Bien. Avant de commencer sur ma propre intervention, j'avais une question ce matin qui portait sur les prises en charge. Et donc là, on parlait de prises en charge. Et effectivement, on est au ministère de la Santé. Mais je m'étonnais qu'on n'ait pas encore parlé au niveau social des AMO, et notamment des AMO spécifiques, puisqu'il y a des CRIAPS qui travaillent avec des AMO spécifiques. Voilà, je voulais en parler un petit peu. C'est-à-dire que du coup, que ce ne sont pas des personnes du sanitaire, mais... Ah, ça marche mal. C'est mieux? Merci. Du coup, quand j'ai reçu le thème et que je savais que Gabrielle allait parler de ce qu'elle fait avec son équipe, je me suis dit que j'allais poser la question de, on parle de spécificité, mais de quoi parle-t-on? Et j'ai essayé de travailler la question. Si vous allez dans un dictionnaire, on va vous dire que spécificité, ça renvoie à une caractéristique originale et exclusive. Et là, pour le coup, à ce moment-là, je peux aller me rasseoir parce que les AVS ne sont pas une caractéristique originale et exclusive. Elles ne sont pas non plus catégorisées comme une maladie en médecine. Et je me suis dit, je vais aller voir un peu plus loin, vu que j'ai été formé à l'anthropologie clinique et à la linguistique, d'aller voir comment s'est fabriqué ce mot et qu'est-ce qu'il contient et qu'est-ce qu'il est devenu. Et en fait, il renvoie à deux mots, species, du latin species, qui vient de skepomai en grec, hein, qu'on retrouvera dans sceptique aussi, et scopie, qui veut dire voir, regarder, et facio, qui veut dire créer, fabriquer. Autrement dit, ce que nous disent aujourd'hui les épistémologues, le regard ou le point de vue crée l'objet. Il crée l'objet et il l'objective. Donc, il l'objective, c'est une réalité, il crée une réalité objective, qui n'est pas une réalité véridique, c'est une réalité objective. Et le regard a toujours, si je fais la métaphore de l'appareil photo, il a toujours un objectif dans les deux sens, l'objectif qui prend la photo et l'objectif, le but. On se retrouve donc avec deux possibilités d'analyse, l'analyse qu'on retrouvera tout au long de mon exposé, l'analyse exclusive et l'analyse inclusive. L'analyse inclusive, c'est le regard qui crée l'objet, l'analyse exclusive, c'est l'objet qui est propre à quelque chose ou à quelqu'un. Dans ce sens-là, il faut se poser la question, est-ce que nous sommes dans une analyse en opposition au sens où, si l'on prend par exemple le rapport auteur-victime, l'auteur est en opposition à la victime, ou est-ce qu'on est dans une analyse en contraste telle que le proposait Cyril Manzarena sur la question de ce qu'il appelait le couple bipolaire, à savoir deux personnes peuvent être
être acteur sur une position d'auteur ou position de victime en des temps différents. Et à ce moment-là, on travaille sur non plus l'opposition, mais le contraste. Alors, la médecine a toujours exclu et inclus. La psychiatrie a été inclue à la fin du XIXe siècle sur une position bifaciale, à savoir la clinique médicale, mais aussi le contrôle social. Du coup, les AVS, on se retrouve, ce n'est pas une catégorie clinique médicale, et pourtant, en quoi ce n'est pas un objet de la psychiatrie, puisque ce sont des débats qu'on a toujours. Si l'on prend cette bifacialité, on va se retrouver avec à chaque fois des nouveaux sujets ou des nouveaux objets, les AVS, les radicalisés, tout le diable et son train, qui vont poser la question et de la clinique et du contrôle social. Dans ce que nous faisons depuis des années, je peux remarquer, ou nous pouvons remarquer, deux modes d'entrée. Le mode par développement qui correspond à ce que Christophe Adam nommait hier par mon intermédiaire, ce qu'il nommait la singularité dans la continuité. C'est-à-dire que, ainsi que le fait le docteur Gabriel Arena dans la consultation de Bondy, avec les seniors, ce que fait le docteur Coutenceau à la Garenne-Colombe, c'est-à-dire on met des nouvelles singularités, on spécifie de plus en plus, on précise et on travaille de nouveaux champs. Et puis sans ça, il y a la typicité. La typicité qui va renvoyer à deux positions, l'analyse catégorielle. J'ai combien de temps ? 4 minutes. L'analyse catégorielle ou l'analyse en dispositif que vous voyez ici, hein, la pédophilie féminine qui a été une nouvelle catégorie, etc. Et dans les dispositifs, le MDR ou l'outil triptyque clinique, le Canditon, le KICPAS. Ces dispositions, on peut les retrouver sur trois positions qui, dans le temps et biologique, dans la biologie, on retrouve le temps, le milieu, l'environnement, l'espace. Anthropologiquement, c'est analysé et le temps devient analysé sous l'âge, l'environnement sous le genre et l'espace sous la situation, comme vous pouvez le voir ici. Du coup, on a ou une analyse inclusive, où l'on crée de nouveaux groupes, où on a une analyse exclusive, où on est en opposition, et à ce moment-là, on oppose ce qu'on appelle le conflit des générations. Dans le sexisme, on va opposer l'homme et la femme, mais pas que seulement, l'handicapé et le valide. Je rappelle que sexus en latin ne renvoie pas à notre notion de sexe aujourd'hui, mais ce qui veut dire ce qui sépare le genre humain. Et puis nous avons la question du racisme envers les boucs émissaires, qui peuvent être le pédophile, etc. Si je reviens sur la question du sexisme, et que l'on pose l'auteur par rapport à la victime comme on pose la femme par rapport à l'homme, alors si l'on fait une analyse dichotomique, auteur-victime, en fait nous sommes dans une analyse sexiste. La question qui s'est posée sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, est-ce qu'on est de telle ou telle obédience, etc. Qu'est-ce qu'on partage comme certitude ? Eh bien, ça date depuis la nuit des temps, et notamment en médecine, puisqu'un médecin qui s'appelait Sextus Empiricus pose ces questions-là au IIe siècle de notre ère, où il s'intéresse à la question de la preuve. À l'époque, il appelle ça tekmerion, ou criterion tekmerion en grec, criterion en latin. Aujourd'hui, ce qui correspond au based evidence, ou evidence-based plutôt. Et on a les logiciens contre les empiriques, les dogmatiques contre les empiriques, les idéologues contre les épistémologues, etc. La question par rapport à la preuve, c'est qu'il y en a qui sont certains et qui sont persuadés d'avoir la vérité, et d'autres qui sont certains de rien. Mais être certain de rien, c'est être certain quand même. Donc c'est partager en contraste la même certitude. Pour finir, en conclusion, je serai dans les temps, eh bien on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on traite. Et j'ai mis deux termes qui ne sont plus employés, mais qui sont français quand même, hein. L'ataraxie et la métriopathie, qu'on retrouve dans si vous voulez aller voir, dans les chroniques pyrrhoniennes de Sextus Empiricus.
Il se pose la question, est-ce que je guéris un malade ou est-ce que j'apaise sa souffrance? La métriopathie, c'est le mesure des passions, donc l'apaisement des souffrances. Et il dit, si je guéris un malade, est-ce que je suis sûr qu'il a une maladie? Je ne peux être sûr de guérir un malade que si j'ai classifié, donc nosologia, une maladie. Par contre, si je suis dans la pathologia, à ce moment-là, je me pose la question de j'ai un sujet souffrant et je vais essayer d'apaiser la situation et d'apaiser son environnement. Je pense que peut-être que nous sommes des thérapeutes, mais en général, nous sommes plutôt des métriopathes. Merci de votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? La commission d'audition. Ah si, pardon. Il y a ici à côté. Ah, Mathieu. Oui. Excusez-nous. Oui, j'ai une question à poser, peut-être pas forcément aux intervenants, mais sur le problème de la judiciarisation dans les milieux spécifiques, chez les enfants et chez les personnes très âgées. Est-ce que cela vous pose des problèmes, notamment quand vous avez connaissance d'une agression sur un personnel par une personne très âgée, démente, des éventuellement plaintes? Est-ce qu'on porte plainte? Est-ce qu'on signale au procureur? Et comment vous vous débrouillez au quotidien? Alors, on a été appelé pour quelques situations en EHPAD, effectivement, où des personnes âgées, il y avait eu des problèmes, hein, mais des personnes qui n'étaient pas forcément... Enfin, c'est très compliqué parce que qui n'étaient pas en pleine conscience, effectivement. Enfin, on ne sait pas exactement à quel... c'était pas non plus des personnes démentes, hein, donc c'était... Et il y a beaucoup de réactions de la part de l'institution. C'est-à-dire que l'institution a très peur de porter plainte et du coup, ça retombe, ça fait une mauvaise presse, si je puis dire, puisque ce sont quand même des établissements payants. Ça fait une mauvaise presse pour l'établissement. Et ils ont aussi peur que s'ils ne portent pas plainte, que si la famille de la personne qui a été, évidemment, s'ils l'apprenaient, donc c'est très compliqué. Donc on a essayé, nous, d'amener à judiciariser ce qui est judiciarisable, c'est-à-dire que si c'est vraiment un grand-père qui a toute sa tête, à ce moment-là, on essaie de le conduire à ce qu'il puisse aller s'auto-dénoncer en quelque sorte. Mais si c'est quelqu'un qui est dément, c'est plus compliqué, hein. Donc on a fait beaucoup de réunions, il faut beaucoup travailler avec l'institution pour essayer un petit peu de colmater aussi l'angoisse du personnel par rapport à ces situations, hein. C'est très compliqué. On avait eu notamment une histoire d'une mère de 80 ans qui avait dans la même institution son fils de 62-63 ans, lequel fils était probablement un déficient. Ils avaient toujours vécu ensemble. Et puis l'équipe nous a appelés parce qu'ils ont surpris la maman tous les soirs. Elle allait lui faire une fellation. Donc pour s'endormir, très probablement, je sais pas, ça doit faire... voilà. Et donc c'était très compliqué parce que lui se plaignait pas, bien sûr, et elle non plus. Donc on était dans une situation, voilà, et on parlait tout à l'heure, est-ce que l'inceste, quand on est adulte... donc devant cette situation qui finalement percutait sur tous les soignants et pas les personnes, ils étaient de la même famille, ça a été très compliqué. Et je ne sais plus comment on s'en est sorti. Ça n'a pas été judiciarisé. Très probablement qu'ils vivaient là dans l'institution quelque chose qu'ils avaient vécu toute leur vie, puisqu'ils avaient vécu ensemble. Voilà, donc c'est ce genre de situation. C'est très... Voilà. Une deuxième question de la commission d'audition. Oui, peut-être une question voisine sur les handicaps mentaux. Il y a ceux qui sont institutionnalisés. Et là, il me semble qu'en général, ça fonctionne pas trop mal parce que les équipes apprennent à gérer un certain nombre de comportements problèmes, sauf lorsqu'ils sont manifestement de l'ordre d'une transgression grave. Mais il y a aussi beaucoup et de plus en plus de personnes en situation de handicap mental à l'extérieur. Et donc, est-ce que vous avez des pistes en matière de type de prise en charge? Parce que les niveaux
de réponse peuvent être compliqués par les niveaux de compréhension des personnes. Ben, j'ai pas vraiment eu le temps de l'expliquer, puisque mon temps était compté, comme celui de tout le monde. Mais effectivement, c'est dans l'évaluation, lorsqu'on nous adresse un déficient qui travaille... Il y a beaucoup d'histoires en ESAT, hein, il y a des tas d'histoires d'amour en ESAT, et d'histoires d'amour qui ne sont pas des histoires d'amour. Il y a beaucoup d'agressions, parce que beaucoup ne savent pas voilà, que pour avoir une relation, il faut quand même demander à la copine si elle est d'accord. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc en ESAT, on a quand même plutôt des déficients qui sont avec un certain degré d'autonomie, c'est-à-dire ils vont au travail, ils prennent les transports, ils savent un certain nombre de choses. Et donc effectivement, ce groupe-là, ces gens-là, lorsqu'ils viennent à notre consultation, ils sont évalués pour qu'on sache un peu le degré de compréhension et d'autonomie. Et souvent, on leur propose ce que j'ai appelé le groupe marionnette, c'est-à-dire on fait tout ce travail, qui est un travail psychoéducatif, à la fois autour de leur corps, parce que souvent les jeunes, enfin les jeunes et les moins jeunes déficients, c'est des gens qui ont souffert dans leur corps, qui ont souffert au moment du développement psychomoteur. Donc on fait tout ce travail autour du corps, de psychomotricité, de jouer avec les marionnettes, et puis après de raconter des histoires avec les marionnettes pour les mettre en position de ben voilà, je rencontre une fille, qu'est-ce que je fais? Mais c'est pas eux, c'est la marionnette, donc ça permet de trianguler un peu tout ça. Bon, pour l'instant on travaille comme ça, on essaie de proposer ce type d'outils. On peut faire beaucoup de choses avec les jeunes qui ont quand même, même s'ils n'ont pas pu suivre une scolarité normale, ils ont quand même ils ont des acquis. Et si on explique très simplement, si on prend des codes couleurs, si on prend du jeu, comme avec des petits-enfants à l'école, je dis ça, il ne faut pas être bétifiant, hein, c'est pas parce qu'ils ont des problèmes qu'on doit... et on arrive à faire progresser les acquis, en tous les cas ceux que l'on a actuellement, nous, dans notre consultation. Après, je pense que c'est à inventer, hein. Il y a une créativité dans ce domaine voilà, de la part des équipes. Merci. Alors, on va prendre 2 questions du public, une question d'expert, 2 questions du public. Je vous rappelle, s'il vous plaît, des questions concises. Oui, bonjour. Marie-Claire Langlois, moi je suis psychologue au CRIAFS de Haute-Normandie. Je prends en charge des adolescents victimes et des adolescents auteurs. On a peu parlé finalement, je trouve, de la question de la prise en charge des adolescents. Et donc je vais poser une question qui s'adresse aux deux experts. Y a-t-il une spécificité de la prise en charge des adolescents auteurs? Et comment peut-on les prendre en charge? Du coup, s'il y a une spécificité, quel genre de dispositif peut répondre à la prise en charge des auteurs adolescents? Oui, parce que les adolescents auteurs, c'est un monde, c'est quand même un monde. Il faut absolument savoir. Il n'y a pas une spécificité au sens où c'est quand même la même chose pour tout le monde. Il faut déterminer quel est le profil de l'adolescent, quel est son parcours, dans quelle famille il vit, comment ça se passe pour lui. Et de même qu'il faut déterminer quel est le profil de la victime. Car c'est très différent si le mineur, nous en avons à la consultation, si le mineur a agressé sa petite sœur parce qu'il est dans une recherche au moment de la puberté, voilà. C'est très différent s'il a agressé le petit voisin qui a à peu près le même âge que lui, mais il l'a quand même agressé, s'il s'agit d'un garçon déjà, et s'il s'agit d'une fille, donc ça change. Et puis c'est encore plus différent quand il s'agit de mineurs qui, à plusieurs, ont fait des viols en réunion sur une fille qui n'est pas de la famille, qui est réputée avoir une mauvaise réputation. Donc c'est un panel très très différent selon les situations. On ne peut pas avoir une réponse unique. Alors effectivement, il y a quand même on construit, comme je disais, le regard construit ses spécificités. L'exemple des AEMO spécifiques font qu'ils ont un mandat judiciaire du juge des enfants. Et ils suivent, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils suivent non seulement l'auteur, avec un E ou sans E, et ils suivent la famille. Et ils peuvent suivre l'auteur et la victime, parce que très souvent, dans la famille, d'une part, l'auteur si c'est un enfant ou un adolescent, a pu être elle-même ou lui-même incestué, puisque
ou en tout cas avec le beau-père, etc. Une inceste du second type, comme dirait l'anthropologie. Et il peut ensuite agir sur ses frères et sœurs, et ces AEMO vont suivre, par exemple, le parent. Le parent qui est à côté et qui n'est peut-être pas intervenu vont suivre les enfants, etc. Là, dans ce sens-là, il y a des spécificités. Mais vous voyez qu'à chaque fois, ce sont des spécificités qui sont construites et qui demandent, je pense, à effectivement être échangées, parce qu'on a peu parlé des mineurs et on a peu parlé de l'intrafamilial. Une deuxième question du public ? Oui, je vais poser une première question qui s'adresse à nos deux experts et même aux experts précédents, si ce n'est à l'ensemble des experts, et qui en entraîne tout de suite une deuxième. Première question, dans toute cette recherche des spécificités, est-ce qu'on ne peut pas entendre qu'en fait, il s'agit d'un accueil, il s'agit d'un cadre, d'une porte d'entrée dans des prises en charge, et que le travail est d'emblée un travail de déspécification, d'emblée, tout le temps, toujours. Et pour en revenir à une situation thérapeutique telle que beaucoup plus générale. Oui, question subsidiaire, non moins essentielle, est-ce que ça ne va pas devenir de plus en plus difficile de se sortir de cette spécificité de la porte d'entrée quand on voit l'inflation des demandes de soins qui sont faites au nom d'une judiciarisation, la quantité incroyable de cas dans lequel les injonctions de soins peuvent être prononcées maintenant, est-ce que la psychiatrie ne risque pas de perdre sa pertinence si elle est satellisée comme ça dans une problématique de contrôle social ? Moi, si je peux vous répondre, je pense que on ne peut pas demander une chose et son contraire tout le temps aussi, c'est ça le problème. Moi, j'avais fait une étude sur les obligations de soins en Seine-Saint-Denis, et j'étais arrivée quand même à me rendre compte que par CMP, notamment c'était il y a maintenant une dizaine d'années, enfin une quinzaine d'années, les obligations de soins, il n'y en avait quand même pas sur mon CMP par exemple, il y en avait par exemple autour de 30, il y avait une file active en tous les cas sur l'année de 30 agresseurs sexuels qui avaient demandé une consultation pour être suivis sur l'année. C'était il y a... peut-être il y en a un peu plus aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que 30 par rapport à la file active de mon CMP où on a 1500, 1600 malades de file active par an. Donc on est quand même dans un rapport qui est très différent. Donc ça veut dire qu'on n'est pas encore envahi quand même de la même façon. Par contre, les 30 en question posaient problème. C'est-à-dire que les gens n'étaient pas formés, c'est-à-dire que c'est très difficile, comme ça a été dit tout au long de ces journées, c'est très difficile de recevoir un agresseur sexuel entre un schizophrène et une personne déprimée juste après. Nous sommes seuls dans les consultations, vous le savez, souvent en CMP. Et donc, on ne peut pas proposer, ou très difficilement, de travailler en groupe. On ne peut pas proposer un accueil spécifique. On ne peut pas proposer un certain nombre de choses. On se retrouve dans la situation duel. Et dans la situation duel, la plupart du temps, ce qui se passait, c'est qu'on remet un papier, une attestation de passage, et ça se terminait là. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de construire un dispositif. Enfin, c'est une idée qui n'est pas originale, puisque Roland Coutenceau avait déjà créé sa consultation avant la loi de 1998, je crois, et que donc c'est quand même qu'une reprise par tout le monde de ce type de structure. Alors, je ne pense pas bien sûr, on peut aller vers la spécificité pour les addictions, la spécificité pour l'obésité, la spécificité pour un tas de choses. Mais bon, en même temps, là, on est quand même sur un champ qui est très particulier et le laisser comme ça, sauvagement sur les CMP, c'est pas si pratique que ça. Voilà. Je suis un peu longue. Merci. Il me semble qu'il y avait une question dans le public là-bas. Il y a une question ici. Et une deuxième, encore deux questions. Oui. Vous levez, s'il vous plaît. Baptiste Riez, infirmier, CRIAVS-Lorraine et centre de détention de Toul, dans un établissement fléché pour la prise en charge des auteurs de violences sexuelles.
Ma question, elle concerne finalement les infirmiers et leur place dans tout ce dispositif. On parle de spécificité. Moi, ça me renvoie à la question finalement de la formation initiale de tous les professionnels, et notamment de ces infirmiers qui sont en première ligne dans les CMP. Et quid aussi, la crainte, ce serait peut-être d'une prise en charge à 2 vitesses, avec les débats qu'on peut avoir dans les CRIAVS, à la fédération et dans des endroits comme aujourd'hui, et en même temps sur le terrain d'énormes difficultés. Bon, l'infirmier, dans ses dispositifs de consultation spécifique, chez nous, l'infirmière, parce que c'est une femme, elle accueille, c'est elle qui accueille la personne qui vient demander un rendez-vous avec un psychologue ou un médecin. Et elle a un rôle tout à fait important, parce qu'elle rassure quelqu'un qui vient dans un lieu qui est supposé être un lieu de folie, et donc c'est un effet très, très apaisant. Elle lui explique, elle demande ses papiers. Il y a tout un apaisement avec l'infirmière. Et puis l'infirmière, elle va être chez nous, on travaille en binôme, c'est-à-dire elle va se retrouver à l'évaluation, elle va se retrouver dans les prises en charge. Donc elle a une espèce de... L'infirmier chez nous est un fil rouge tout au long de la prise en charge. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas dans la formation initiale beaucoup, mais pas plus en fac de psycho qu'en fac de médecine, sur cette question-là. Mais il y a, notamment à travers les CRIAVS, beaucoup de formations continues. Et nous, dans notre service de pôle pénitentiaire, hop là, lapsus, pôle psychiatrique en milieu pénitentiaire, beaucoup d'infirmières se sont impliquées, on en a ici, et utilisent les outils et travaillent. Et il y a comme ça une émulation qui n'est pas spécialement, c'est pas une spécificité clinique, puisque la clinique, elle, va pas bouger, au sens où la thérapeutique, au sens des stratégies thérapeutiques, va pas bouger, mais c'est l'ambiance et tout ça qui va bouger. Merci. Une question ici, une question là-bas. Frédéric Poirot, psychologue à la PJJ et au CRIAVS dans le Doubs. Je voulais revenir sur les mineurs. Vous disiez tout à l'heure que l'importance de la présence de la PJJ auprès de ces jeunes mineurs auteurs. Alors, ce que je voulais déjà souligner, c'est que ce n'est pas systématique. Il n'y a pas forcément une mesure pénale en présentiel ou une mesure d'investigation dans un cadre pénal, ce qui est bien dommage, parce que voilà, c'est une prise en charge du jeune, mais aussi de l'ensemble de la famille et d'une connaissance de la famille et de la fratrie dans le cadre des mesures d'investigation. Et ça, je pense que c'est primordial. Et puis la deuxième chose par rapport peut-être aux spécificités, c'est qu'on a sur Besançon un groupe qui prend en charge des mineurs auteurs sur une durée de 6 mois en partenariat avec le service de pédopsychiatrie. Notre difficulté aujourd'hui principale, j'allais dire, c'est que ce travail donc, que je mène avec une éducatrice PJJ n'est pas reconnu par notre institution. Et que c'est bien dommage, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à faire encore et on ne nous donne pas le temps et les moyens de le faire. Oui, moi je veux juste répondre par rapport aux éducateurs PJJ avec lesquels on a pu travailler. Il faut bien se rendre compte que quand un mineur a commis un acte grave, et notamment dans sa famille, au moment de l'arrestation, au moment où ça se passe, ou au moment où il le révèle, peu importe, pour lui, sa vie est totalement bouleversée. Parce que si c'est intrafamilial, il va être retiré de sa famille, il va être mis dans un foyer. Souvent, il va changer d'école pour le coup, parce qu'il va plus pouvoir aller au lycée du coin. Et donc, l'éducateur là qui va être auprès de lui, ça va être essentiel. Hein, ça va être quelqu'un de stable dans ce monde qui est complètement bouleversé pour lui. Une dernière question, s'il vous plaît. Bonjour, merci pour ces échanges. Farida Guerrard, sexothérapeute, et je représente l'AIUS, l'Association interuniversitaire de sexologie. J'ai entendu parler du problème de la formation initiale, qu'on soit médecin, psychologue
ou autres, est-ce qu'il serait pertinent de penser aux formations de sexologie, que ce soit des formations de sexologie clinique délivrées par les différents DUS ou les formations d'éducation à la sexualité qui sont délivrées par exemple par le DUFES ou le master de l'éducation à la sexualité humaine à Toulouse. Donc une formation universitaire de sexologie pour pouvoir prendre en charge tous les soucis ainsi que les auteurs de violences sexuelles. Merci. Enfin, vas-y, pour moi c'est oui, non. Donc, T'es oui, non? Moi, je ne veux pas de contre-indication. Parce que c'est pas qu'un problème de... Voilà, Florence Thibault, psychiatre, si je peux me permettre de faire un commentaire. Dans la Commission nationale santé sexuelle, on a fait remonter ces préoccupations-là parce qu'effectivement, c'est crucial. Ils nous ont promis qu'ils allaient s'occuper de cette problématique de la formation à la sexualité, handicap, pas handicap, etc. Donc j'espère qu'à ce moment-là, ils penseront aussi aux auteurs de violences sexuelles. Mais normalement, c'est pris en compte. Mais il y a déjà des choses de fait dans les institutions pour enfants. Mais de façon à ce que ça soit systématisé dans toutes les régions, avec des lignes budgétaires, etc. Normalement, c'est ce qu'ils nous ont promis. J'espère qu'ils vont tenir les promesses. Merci beaucoup. On va demander à nos 2 derniers experts de monter sur scène et remercier les 2 précédents. Merci beaucoup.